La parentalité, c'est le premier berceau des inégalités. Pas tout à fait vrai. Le vrai premier berceau des inégalités, c'est dès la petite enfance, clairement. Dès les cours de récré en maternelle et en primaire. Et après, le deuxième gros moment de bascule, c'est au moment de la parentalité. En gros, les carrières des femmes et des hommes sont à peu près similaires en début de carrière. Les rémunérations, il y a un écart qui est injustifiable de 5%, mais qui est assez faible. Par contre, le décrochage, il se fait clairement au moment de la parentalité. Et effectivement, la parentalité en entreprise, elle est beaucoup plus pénalisante pour les mères pour les femmes que pour les hommes, mais clairement. Aujourd'hui, je reçois Pascal Van Horn. Alors Pascal, tu es ce qu'on appelle un slasher. Tu es conférencier et consultant autour des sujets de la parentalité en entreprise. Tu t'intéresses à ce qu'on appelle l'équilibre des vies aussi, à la santé mentale des hommes et à l'égalité femmes-hommes. Tu animes aussi des ateliers et des formations. Tu crées du contenu sur LinkedIn et ailleurs. Et surtout, tu es papa de jumeaux. Jumeaux, ouais. Alors, dans cet épisode, on va plonger dans ton parcours de papa, dans ce que cette expérience a changé pour toi, personnellement et professionnellement, et surtout dans la manière dont les entreprises abordent aujourd'hui la parentalité. Est-ce que les mentalités évoluent ? Quels sont encore les blocages et comment faire pour que devenir parent ne soit pas un frein, mais une richesse pour les mamans et aussi les papas. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui fait partie de ta tribu aujourd'hui ? Alors, on est une tribu, il y a plein de formes finalement dans la tribu, mais une tribu de 4. Moi, je suis en couple depuis 20 ans, dans 19 ans. Bravo. Et ouais, ça tient. Belle performance. Ouais, on est d'accord. C'est un travail de tous les jours, on est d'accord. Ouais. Et finalement, plus le temps passe, plus c'est du job, je trouve. Effectivement, on est parents de jumeaux, Zoé et Hugo, qui vont avoir 9 ans, là au mois de novembre. Et alors toi, tu as grandi dans quel type de famille à quoi pouvait ressembler ton enfance ? Alors moi, j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi. Moi, j'ai 45 ans et donc elle en a 2 de moins. Et mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Et donc voilà, j'étais un week-end sur 2 avec mon papa, la moitié des vacances scolaires avec mon papa. Et donc du coup, le reste du temps avec ma maman. Et puis après, mon beau-père. Et puis et ma belle-mère du côté de mon papa. Donc une vie très riche. Finalement, moi, je sais qu'il y a plein de gens il y a plein d'adultes qui disent avoir des souffrances et des failles suite au divorce de leurs parents. Oui, ça peut être une situation pas évidente. Absolument. Moi, j'ai trouvé que c'était d'une grande richesse. Moi, j'ai trouvé que c'était finalement d'une grande richesse. Quand je vois l'adulte que je suis, clairement, il y a de l'apport de mon beau-père et de ma belle-mère. Et si j'avais eu juste mon père et ma mère, je pense que j'aurais été un homme différent aujourd'hui. Donc c'est bien, ils m'ont apporté plein de choses différentes. Et tu crois que ça influence ta manière d'être papa aujourd'hui ? Oui, possible. Ce qu'ils t'ont transmis, oui. Ah bah clairement, dans les valeurs. Je pense que quand on est parent, ce qui est le très important, c'est finalement la transmission de valeurs. Les valeurs, c'est ce qui régit, c'est fondamental. Et souvent, quand on travaille sur le sujet de valeurs, on sait que ce qu'on souhaite transmettre quand on est parent, justement, c'est les valeurs. Et oui, clairement, moi, je suis très heureux d'avoir eu ces parents-là. Moi, j'aime très fort mes parents et je pense que oui, voilà, clairement, ils m'ont transmis des essentiels qui me guident encore aujourd'hui. Et j'ai encore aujourd'hui des très très bonnes relations avec eux. Ça m'arrive encore de les questionner sur des sujets de vie, pro ou perso. C'est super, et voilà, on a une très belle relation. Ouais. C'est ça. Et est-ce que tu as toujours voulu être papa ? Est-ce que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis longtemps ou est-ce que c'est venu au fil du temps, des années ? Ouais, non, c'était plutôt comme une évidence, sans trop se poser la question, puisque moi quand j'étais jeune, je pensais à autre chose. Mais effectivement, je savais que c'était une envie. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que quand je me suis mis en couple, au bout d'1 mois, on a parlé d'avoir des enfants. Et, c'était rapide. Exactement, en disant on aura des enfants, on en aura un garçon et une fille, et ils s'appelleront Zoé et Hugo. Et donc, le plan était déjà là. Ouais, exactement. Par contre, on s'est dit pas direct, on va d'abord profiter de la vie. Et voilà, on a eu la chance de bien profiter de la vie, de beaucoup voyager, de faire plein de fêtes et tout ça. Et puis à un moment, on s'est dit c'est bien, maintenant on a envie de passer à une autre phase de nos vies. Donc voilà. Alors justement, comment s'est passée l'arrivée de tes jumeaux ? Comment s'est passé ces premiers mois ? Parce que
Voilà, d'un coup. Bah, c'est ça, c'est intense. C'est intense. C'est intense, effectivement. Et puis, moi, ils sont nés préma, ils sont nés très préma, ils sont nés à 7 mois. À 7 mois et quelques, donc très, très, très préma. Mon fils, tu vois, il pesait 1,6 kg et ma fille 1,1 kg. Ça fait un peu peur, ça. C'est vraiment des crevettes. Du coup, le début de ta parentalité, nous, c'était à l'hôpital, puisque effectivement, mon fils est sorti de l'hôpital au bout de 3 semaines et ma fille au bout d'1 mois et demi. Donc, ça a été très, très long. Ça a été, c'est pas un environnement comme on imagine débuter sa famille et sa parentalité. T'es pas dans ton cocon chez toi. Pas forcément avec tes proches, tout ça. Mais c'est tout. En même temps, il y a aussi un côté, alors je vais te dire pas rassurant, mais globalement, t'es pas laissé, t'es pas abandonné entre guillemets. Au bout de 3 jours, tu rentres chez toi, tu dois te débrouiller. Là, nous, du coup, il y a eu un accompagnement puisqu'on était obligé d'être à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Mais effectivement, c'était quand même assez anxiogène, notamment pour ma fille, qui, en plus de sa prématurité, avait un gros problème au cœur, puisque on a dû l'opérer à ses 6 mois, opération à cœur ouvert, puisqu'elle avait un trou en fait d'1 centimètre sur son cœur de 3 cm, ce qui faisait qu'en fait elle avait beaucoup de difficultés à respirer, et du coup elle avait beaucoup de difficultés à manger. Donc en fait elle vomissait énormément, elle avait beaucoup de mal à grossir. C'est pour ça qu'elle est restée à l'hôpital 1 mois et demi avant de pouvoir sortir, et que nous on a passé des jours et des nuits. Voilà. Par contre, ceci dit, une fois tout ça passé, il y a quand même eu un vrai truc chez nous. Moi, je me souviens très bien d'être dehors sur les marches de l'hôpital et de me dire, mais vraiment, c'est vraiment vrai, de me dire, waouh, on a traversé tout ça. Du coup, j'aurais plus jamais peur de rien dans la vie. Tout peut arriver. Tout peut arriver, on saura faire face. On saura faire face, et donc du coup finalement d'apporter une espèce de sérénité. Et typiquement là je parlais de l'opération à cœur ouvert de Zoé, et quand on était à l'hôpital, il y avait d'autres nourrissons qui étaient opérés. On voyait plein de parents dans des états émotionnels lourds, intenses. Oui, c'est dur. Et nous on le vivait pas du tout de la même façon, parce que par rapport à tout ce qu'on avait vécu auparavant, on se disait, c'est bon, ça va le faire, on est en faute professionnelle, ça va gérer, tout va bien se passer, c'est nécessaire pour elle, donc go, on y va, on est en confiance. Alors, l'arrivée d'enfants, on sait que ça chamboule la vie, mais alors deux d'un coup, j'imagine que ça peut remettre un peu en cause ton équilibre. Alors justement, quel équilibre vous avez trouvé? Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile au début et peut-être toujours maintenant? Alors, il y a un premier point, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard. C'est que moi, j'ai fait le choix de changer de vie professionnelle. À ce moment-là? Non, avant leur naissance. Juste avant. T'as anticipé, quoi. Ouais, exactement. En fait, moi, j'avais cette sensation, c'est assez difficile à expliquer. Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis très instinctif, pardon. Et donc, j'avais cet instinct de dire que ça allait être un tsunami dans ma vie. L'arrivée d'un enfant, mais encore plus. Bien vu, on est d'accord, mais encore plus de jumeaux. Et du coup, je me suis dit, quitte à que ça soit un tsunami, j'ai envie de le vivre pleinement. Et j'ai aussi envie d'écrire également une nouvelle page professionnelle. Et donc en fait j'ai négocié mon départ d'où j'étais quelques mois avant leur naissance, et par contre j'ai immédiatement monté ma boîte derrière parce que je voulais être indépendant. En fait, ce que je voulais, je voulais avoir plus de temps pour mes enfants parce que je bossais beaucoup et je voulais avoir plus de sens dans mes activités professionnelles. Donc du coup le changement a été, l'arrivée des enfants a tout de même été facilité parce que j'avais quand même beaucoup plus de temps que si j'étais salarié. Donc j'avais cette flexibilité qui facilite grandement les choses. Bien sûr. Par contre, oui, clairement, il y a un nouvel équilibre à trouver. Tout est bousculé. Moi, j'aime à dire que je trouve que quand on devient parent, on se dénombrilise. Alors, c'est peut-être encore plus vrai pour les hommes, peut-être. Mais voilà. Peut-être, je ne sais pas. Mais effectivement, non, je rigole, mais c'est vrai. Bien sûr, c'est que d'un seul coup, tu as là, en l'occurrence, deux petits êtres qui dépendent complètement de toi, qui n'ont rien demandé, qui sont arrivés sur Terre, comme ça, et qui sont évidemment pas autonomes, et c'est bien normal. Et donc, je trouve que ça change complètement toutes tes priorités, toute ton organisation. Ça renvoie des choses aussi quand tu deviens parent, ça renvoie des choses effectivement aussi à ton enfance, de qui tu as été en tant qu'enfant, de ce qui a été cool, de ce qui a été moins cool. Moi, mon père travaillait, mes parents travaillaient beaucoup, et moi il y a eu cette envie de dire moi j'ai envie d'être très présent. J'ai pas envie de reproduire ce schéma. Exactement. Même si le fait qu'il travaille beaucoup a permis aussi beaucoup de choses. Donc il y a pas de reproche du tout que je leur fais. Puis c'est une autre époque. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Mais toi, ça t'a clairement fait revoir un peu ta manière de voir ta vie professionnelle, tes ambitions, complètement. Un peu ta définition du succès, si on peut dire Absolument. ça comme ça. Je trouve que cette question de ce qu'est le succès ou la réussite, moi, je trouve que c'est une question que
que je trouve passionnante. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? C'est propre à chacun. Et c'est propre à chacun. Et en même temps, oui et non, parce que je trouve qu'il y a une injonction sociétale de ce qu'est réussir sa vie qui est quand même très, très marquée. Et finalement, réussir à s'en détacher, à mettre au loin un petit peu cette injonction pour se dire ok, mais là on parle de moi, ma vie, c'est quoi ma réussite de ma vie? Je trouve qu'elle n'est pas si évidente que ça. Surtout que toi, tu avais une super carrière, tu étais cadre sup. Oui, du coup, non, mais et puis difficile comme de s'en ça. détacher. Moi, j'étais ça, et puis j'ai été éduqué par des parents qui étaient cadre sup, des grands-parents qui étaient dirigeants, machin. Moi, j'étais très formaté sur ce truc-là. Donc, ça demandait aussi un peu plus d'effort. C'était moins naturel de sortir d'un schéma pour se dire, je vais réinventer mon propre schéma. Oui, bien sûr. Et alors, du coup, tu penses qu'il y a une différence entre ton toi d'avant et ton toi d'aujourd'hui depuis que tu es papa? Qu'est-ce qui a évolué selon toi? Alors, effectivement, je pense qu'on ne change pas complètement. Les fondamentaux restent les mêmes, mais je pense qu'on évolue. Mais on évolue tout au long de la vie. Moi, j'aime à dire que la vie, c'est pas une vie, c'est une succession de cycles de vie. Et nos envies, nos besoins, nos aspirations, notre définition de la réussite, à 20 ans, c'est différent d'à 30, à 40. Voilà. Moi, à 20 ans, moi, ma définition de la réussite, c'était vraiment le jeune cadre dynamique qui était toujours entre 2 trains, 2 avions, costard, cravate, tatati, tatata. C'était vraiment ça. Et effectivement, typiquement, ça a complètement évolué, de reprioriser les choses. Le boulot est toujours hyper important pour moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail, mais de le remettre à sa juste place. Donc ça a changé. J'ai développé aussi tout un tas de compétences, parce que quand c'est prouvé par des études scientifiques. Il y a une étude scientifique qui a été faite qui date de 2022, donc assez récente, qui a observé le changement cérébral de l'homme qui devient père. Et ce qu'on observe, c'est que l'homme qui devient père développe tout un tas de soft skills, de talents, comme l'empathie, la créativité, la gestion des conflits, la patience, etc., etc. Et d'ailleurs, ce que l'étude montre, c'est que plus l'homme passe de temps avec son bébé, plus ces compétences-là se développent. Puisque l'étude a été faite et aux États-Unis où le congé paternité est très court, et en Espagne où le congé paternité est de 4 mois. Et donc, ils ont vraiment pu faire la différence. Et moi, clairement, oui, j'ai dû développer des compétences. Comment te dire qu'avec des jumeaux, tu n'as pas le choix. Mais enfin, même avec un seul enfant, peu importe. Mais que je n'avais pas. Typiquement, je pense que la patience, l'organisation, tu vois, c'est des piliers, mais fondamentaux. C'est les piliers de Koh-Lanta sur lesquels tu dois tenir quand tu es parent, de jumeaux ou pas de jumeaux. Et ça, c'est des choses que moi, j'avais pas fondamentalement. J'ai le souvenir d'avoir, dans ma vie professionnelle, généré moi-même des conflits par manque de patience, que ce soit avec mes équipes ou avec des clients ou avec des partenaires, par manque de patience, par ce truc d'envie, voilà. Et qu'effectivement, ça, c'est des choses que je gère plus du tout de la même façon qu'auparavant. Ouais, ça t'a fait évoluer. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur, justement, en tant que papa, dans le quotidien? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Pareil, ça dépend des cycles de ma paternité et de la vie. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que sur la partie 0-2 ans, avec des jumeaux, ce qui est difficile, c'est vraiment la logistique. C'est que voilà, tout est en même temps, quoi. Ouais, t'arrêtes jamais. Tu dois aussi un peu abandonner cette belle image qu'on a parfois de la parentalité, de typiquement, je vais donner le biberon, ce sera des moments hyper doux, machin. Avec des jumeaux, des fois, tu donnes le biberon t'as les 2 biberons, t'as des deux enfants qui sont sur les transats, et puis t'as les biberons, machin. T'as même pas de contact physique, mais parce que t'as quand même une règle quand t'as des jumeaux de les synchroniser. Si tu les synchronises pas, tu passes vraiment ton temps à ça. Donc voilà, les synchroniser, donc du coup, ils ont faim en même temps. Donc quand t'es seul avec les deux, t'as pas le choix. Donc moi j'ai trouvé que la partie logistique était très intense sur le 0-2. Ceci dit, ce qui a été un peu plus difficile à vivre pour moi, mais lié à ma personnalité, c'était finalement la période 2-4, où là, c'était pas la charge logistique des premières années, c'était la charge émotionnelle. Ce fameux Terrible 2, où il forge la personnalité, et c'est très sain et c'est très bien, mais où effectivement, il s'affirme et il te pousse aussi beaucoup dans tes retranchements émotionnels. Et moi, je suis quelqu'un qui suis très dans l'émotion, et donc du coup, j'ai trouvé que cette période-là, elle était un peu raide pour moi. Voilà, et on va dire, moi j'ai vraiment vu le switch à partir des 4 ans et demi, en tout cas moi, nous chez nos enfants des 4 ans et demi, 5 ans, et là je trouve que c'est, tu vois, moi je suis en mode depuis qu'ils ont 4 ans et demi, 5 ans, où il y a eu un vrai point de bascule parce qu'ils gagnent en autonomie. Je pense que quand tu as des jumeaux, tu les pousses à l'autonomie un peu plus rapidement, aussi parce que tu as des contraintes tu vois, de temps, logistique et ça, donc je pense qu'en fait ça se fait tout seul, et ouais,
moi, mon truc, c'est de dire, mais là, les 5 ans jusqu'à leurs 10-11 ans, où ça va être la préadolescence, voire l'adolescence, mais là, c'est l'autoroute du kiff, c'est canon, c'est quasiment que des bons moments. Et donc là, je savoure la période dans laquelle je suis. Ah ouais, tellement, je trouve ça canon. Ouais, canon. Et donc, c'est ce que tu disais, le fait d'être parent, ça te permet de réfléchir à ce que tu es, comment tu veux évoluer, et effectivement à développer d'autres compétences. Et ça, je pense que c'est effectivement hyper important de se le dire. Et puis, toi, tu travailles avec beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu voudrais déconstruire en tant qu'idée reçue, on va dire, sur la paternité et la parentalité en entreprise? Ce que j'aimerais dire, moi, c'est... Alors, pardon. Moi, je crois beaucoup à l'idée de la co-responsabilité. Et donc, en fait, je pense que ce chemin de la paternité, il est vraiment à accompagner aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est encore blindés, les hommes, on se sent encore blindés de stéréotypes et de croyances et de vieux clichés, parce que la société, elle est encore comme ça aujourd'hui. Et je pense que on doit accompagner à la fois les pères, mais à la fois les organisations, mais également les professionnels de santé. Les pères, c'est d'arriver à les accompagner pour leur dire « Osez être le père que vous avez vraiment envie d'être ». Voilà, créez votre propre paternité. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de papa modèle, mais il n'y a pas de modèle de papa. C'est à chacun de créer son modèle de paternité. Mais pour ça, ça demande de s'interroger, de se questionner, de conscientiser ses envies, et puis après d'ajuster. Parce que c'est de pas se poser les questions. Voilà, quoi. Tout à fait, et de le faire avec bienveillance, et pas d'être en mode je me flagelle, voilà, juste de se poser ces questions-là. Ça, c'est côté effectivement des pères en eux-mêmes, et c'est pas simple, surtout qu'on manque, je trouve, de représentation de ce qu'on appelle de rôle modèle, notamment dans la culture. Moi, je rêve de voir ces mini-séries là, qu'on appelle ça pas ces courts-métrages, mais ces programmes courts qu'on a par exemple à la télé ou sur les réseaux sociaux qui suivraient des pères, ou un nouveau film qui mettrait, qui crée une nouvelle image de Trois hommes et un couffin qui date des années 80, qui est un peu daté. Et ça, je pense que les hommes, ils ont besoin. On en a besoin, oui. On en a besoin. Mais les hommes et les femmes, c'est-à-dire que la société, de manière générale, a besoin de voir absolument cette diversité. Quoi. Je pense qu'il y a un besoin d'accompagner également les professionnels de santé. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois dans des CHU, dans des congrès de sages-femmes, sur la place du père. Et à chaque fois, j'ai eu le même retour, qui est de dire, en fait, on n'avait pas conscience que c'était aussi notre job de les accompagner. Et ils me racontent que quand ils reçoivent un couple, déjà, il faut qu'il y ait un couple hétéro, il faut qu'il y ait les deux membres du couple qui soient présents. Et en fait, ils s'adressent uniquement à la maman. Et en fait, un professionnel de santé, quand tu vas devenir père, il fait office d'autorité. Et si la personne qui fait office d'autorité ne te parle pas à toi, tu dis, apparemment, c'est pas mon job, quoi. C'est pas ma place. Voilà. Donc, je pense que les professionnels de santé, ils le font pas par. Moi, à chaque fois, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ils le font plus par automatisme, pas par. C'est pas par manque de bienveillance. C'est par réflexe, un peu archaïque comme ça. Et donc, ça, on doit les accompagner pour leur faire comprendre que non, ils ont un rôle majeur à jouer sur le sujet. Et les entreprises, évidemment que les entreprises ont un rôle majeur à jouer sur le sujet. Juste un chiffre, 83% des salariés sont parents. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'adresser uniquement aux parents. Il faut évidemment prendre en compte ceux qui sont non-parents. Il n'y a surtout pas d'injonction à être parent, évidemment. Mais effectivement, les entreprises ont un rôle majeur à jouer sur le sujet pour accompagner cette place du père. Et là, ça passe par plein de choses. Ça passe par, notamment, effectivement, les congés paternité, d'encourager la prise du congé paternité, d'augmenter la durée du congé paternité. Moi, je me suis engagé, j'ai rencontré beaucoup de politiques à l'époque pour que le congé paternité passe à 1 mois. C'était une première étape. Là, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on aille plus loin et la seule solution en termes d'égalité, de toute façon, c'est d'avoir des congés parentaux qui soient égaux. Ouais, on va y revenir. Mais pourquoi toi, tu as décidé de t'engager finalement sur ces sujets-là, d'orienter ta carrière autour de ces sujets-là? Quel a été le déclic finalement en fait, avec le recul, je pense que je manquais de ressources qui parlent au père. Oui. Et vu qu'il n'y en avait pas, j'ai créé les miennes. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment, ça a été ça. Et en fait, moi, j'ai créé un média qui s'appelle Histoire de Papa. Là, j'avoue que j'ai un peu abandonné, mais parce que j'ai un peu moins le temps, mais je l'ai créé 1 an après la naissance de mes enfants. Et ce média Histoire de Papa, l'idée, c'était pas du tout de dire c'est Histoire de Papa avec des S à Histoire et à Papa, parce que l'idée, c'était pas juste de raconter moi ma paternité. Je sais que c'était pas très intéressant, mais moi, je pense que j'avais besoin de me nourrir, et donc du coup, j'avais besoin d'interroger
des papas, de rencontrer, des papas pour savoir comment ils avaient vécu, exactement, comment ils avaient vécu leur paternité, quels choix ils avaient fait, forcément avec un biais et un prisme, hein, donc plutôt des pères qui avaient fait des pas de côté et qui avaient essayé d'imaginer. Exactement. Mais j'avais sûrement besoin de me rassurer et puis de prendre d'autres vies. Et de voir que ça existe en fait, tu vois, que t'étais pas tout seul. Et je pense, mais ça c'était très inconscient, qu'à la base c'était un truc assez égoïste, de dire en fait j'ai besoin de ces ressources-là, donc je vais me les créer tout seul. Et finalement, le vrai objectif, c'était de dire, en fait, moi, je veux impacter sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et je suis persuadé que si on change le regard de la société sur la paternité, on impacte en douceur sur l'égalité. Donc, en fait, moi mon engagement, il est vraiment venu de ça. D'accord. Et maintenant, comment tu organises ton quotidien pour arriver à jongler tu es entrepreneur, donc entre ta famille, ce quotidien, j'imagine, qui te prend quand même du temps et de l'énergie, et ta carrière professionnelle. Pareil, que ça fait un peu écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la vie, je disais que c'était des cycles de vie. Finalement, en fait, je trouve qu'on a trop tendance à regarder sa vie pardonne-moi l'expression, mais à la petite semaine. Et moi, je trouve que c'est intéressant de prendre justement un peu de hauteur, d'être un peu plus en position méta, comme on dit, et de prendre un peu plus de hauteur. Et moi, j'essaie d'organiser ma vie un petit peu comme ça. Et donc, du coup, ça veut dire aussi d'accepter ce que j'appelle moi les déséquilibres temporaires. Les déséquilibres temporaires, c'est de dire il y a des périodes où je vais beaucoup bosser et où je vais moins voir mes enfants. C'est pas cool, voilà. Mais par contre, je sais que c'est juste un petit moment. Pour rendre ça très concret, ça va pas si ça s'ancre dans la durée. Là, pour moi, c'est un warning. Là, c'est un warning. Là, c'est autre chose, Mais voilà, moi, typiquement, depuis que je suis indépendant, je prends les 2 mois d'été, je prends la moitié de toutes les vacances scolaires. Bon, je laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de temps off. Même si ça m'arrive de bosser un petit peu à distance, voilà. Mais tu as cette flexibilité. Ouais, j'ai cette flexibilité-là. Et en principe, j'aimais beaucoup essayer de pas trop bosser les 2 premières semaines de septembre, parce que je trouve que c'est des périodes qui sont hyper intenses, hyper challengeantes pour les enfants, pour les parents, voilà. Typiquement, là, cette année, le hasard du calendrier fait que j'ai une première quinzaine archi chargée. Et en fait, j'aurais pu me dire, putain, c'est pas cool. T'as pas fait ces choix-là de ces choix de vie. T'as fait là pour être présent. C'est pas cool. Et en fait, c'est OK pour moi, parce que c'est juste 15 jours. C'est juste 15 jours. Là, typiquement, là, je suis sur un moment, là, au moment où on enregistre, où il va y avoir 3 jours de suite, 3-4 jours, je vais pas avoir mes enfants. Clairement, c'est pas mon objectif de vie. Ça arrive rarement, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, je le vis de façon assez sereine, parce que je sais qu'après, il y a d'autres choses derrière. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de parler de ces cycles de vie, parce qu'effectivement, ta vie n'est pas la même tout le temps, c'est pas hyper linéaire. Et il y a des moments où tu dois t'investir plus dans certaines parties de ta vie que dans d'autres. Et je trouve ça intéressant. Et ça serait bien que, alors quand tu es indépendant, c'est toi qui peux gérer ça, et c'est peut-être entre guillemets plus facile, encore que tu as aussi une réalité économique que tu dois gérer. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je dis encore que, c'est pas forcément. Mais voilà, que les entreprises aussi intègrent ça, ces cycles, quoi. Enfin, se dire que oui, la vie, c'est pas linéaire, c'est pas tout le temps pareil, et qu'on n'a pas besoin des mêmes choses au même moment. Exactement, c'est ça. C'est qu'on a des besoins différents en fonction des moments de nos vies. Et là, c'est parce qu'on parle de parentalité, mais typiquement, il y a un sujet qui est énorme qui arrive en France, c'est le sujet de l'aidance, avec le vieillissement de la population. C'est exactement la même chose. Le parallèle entre l'aidance et la parentalité est très net. Mais quand sauf on dit... que ça, c'est plus tard. Ça, c'est quand tu as plutôt 50 ans. On parle de cycle de vie. Et le cycle de vie, c'est quand on est à un certain âge, on a effectivement peut-être des enfants, ou avant, on a envie de créer d'autres choses. Après, effectivement, tu as des danses. Enfin, voilà, c'est la vie de manière globale. Mais c'est ça. Et l'idée, à mon sens, l'idée, c'est de ne pas opposer. C'est comment on fait pour réussir à concilier. Concilier tout ça. C'est vrai que quand cette expression équilibre de vie, elle n'est pas très juste. Je l'utilise, mais elle n'est pas très juste parce qu'elle sous-entend qu'on pourra arriver à un point d'équilibre. Un point d'équilibre parfait avec la notion de balance où tu as d'un côté le boulot, le côté vie perso, et que ça doit absolument être comme ça stable. Et juste par définition, la vie, c'est le mouvement. Donc ça peut pas être stable. C'est jamais le cas. C'est pas possible. Donc c'est effectivement comment j'arrive à concilier les deux, mais sans que l'un prenne sur l'autre. Comment j'arrive à être à peu près heureux et épanoui dans mes différentes sphères de vie.
Oui, et d'accepter, comme tu disais, qu'à certains moments, ça va balancer, entre guillemets, plus d'un côté que de l'autre. C'est ça. Et d'être en accord avec ça et de s'organiser pour pouvoir gérer. Absolument. Là, au printemps dernier, j'ai eu, mais j'avais jamais vu ça depuis 9 ans que je suis indépendant, mais j'ai eu 2 mois mais hyper intenses où j'ai vraiment bossé beaucoup. Bon, voilà, effectivement. C'est pas mon goal, quoi, c'est pas ce que je vise, mais pour autant je l'accepte de façon assez sereine parce que je sais qu'à d'autres moments c'est moins le cas. Encore une fois, les vacances, au-delà de ça, moi j'arrive, parce que c'est important, je trouve, pour moi en tous les cas, d'accompagner mes enfants dans les sorties scolaires, et j'arrive à en faire 2-3 par an, et je trouve que c'est hyper important parce que pour les enfants, dans le regard d'un enfant, un parent qui se libère de son monde professionnel pour venir mettre un pied dans son monde à lui, qui est l'école, voilà. Mais ça a une valeur incroyable à ses yeux, même si en vrai tu ne sers pas à grand chose, même si en vrai après il ne te calcule plus parce qu'il est avec ses potes, avec sa classe, et voilà. Oui, mais t'es là. Mais t'es là. Donc, ouais. T'es là, et voilà. Et ça, voilà, ça je sais que ça c'est des espaces-temps que j'essaye de préserver et que j'arrive à préserver en tous les cas. Ouais. Parce que pour moi, ça a un sens. Et alors c'est vrai que être parent, ça prend du temps. Il y a quand même beaucoup le sujet de la charge mentale, etc. Et pour arriver à finalement garder le cap, est-ce que tu arrives, toi, à te préserver des bulles de respiration, un peu de temps pour toi, et voilà, comment tu mets ça en place? Alors, ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais il y a les cernes aussi dans l'évolution, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, là, dans les changements. Oui, non, mais alors c'est très juste ce que tu dis. Je pense que c'est pas du tout admis dans la société, et pourtant c'est essentiel. Moi, il y a une phrase que je dis toujours, c'est la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Je suis pas du tout un grand sportif, et encore plus la parentalité. Je suis pas du tout un grand sportif, loin de là. Mais il me semble que quand on fait un marathon, on alterne les moments de course un peu intenses et les moments de récupération. Et ben je trouve que dans la vie en général, mais encore plus dans la vie de parents, c'est un peu la même chose. Mais c'est pas dans notre éducation. Voilà, on a une éducation un petit peu judéo-chrétienne qui est de dire que quand tu deviens parent, c'est la chair de ta chair, tu dois consacrer toute ton énergie, tout ton temps, et tu dois un truc un peu sacrificiel. Je vois pas comment je peux prendre soin de mes enfants si moi je suis complètement à plat, si je suis complètement KO. Donc voilà, cette phrase de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, elle me semble clé. Nous, on a fait le choix, nos enfants, ils avaient 1 an et 3 mois, de partir 10 jours à l'étranger sans eux. On s'est fait allumé de toutes parts dans notre entourage. C'était ma maman. Égoïste. Ouais, exactement. Voilà, mais c'était ma maman 5 jours qu'ils a gardé, puis ma mère 5 jours. Et voilà, et merci à elle parce qu'on a pu faire ça. Et en fait, on l'a fait parce que on avait vécu leur prématurité, leurs 3 mois. Voilà, on était l'opération à cœur ouvert. Bref, on était absolument KO. Et en fait, on a senti un moment de bascule où ça devenait vraiment compliqué. C'était beaucoup plus tendu, il y avait très peu de notion de plaisir, ça devenait compliqué dans le couple, au sein du couple, voilà. Ouais. Et il y avait un truc de dire non, là en fait, encore une fois, la vie, on va droit au mur. Donc en fait, on s'est dit tant pis, enfin pas tant pis, mais on fait ce choix de partir des jours. Et effectivement, c'était intéressant de regarder comment c'est absolument pas accepté socialement, y compris de nos potes, de nos proches. Mais des proches, c'est pas juste les amis lointains. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas grave, on l'a fait quand même, et on est bien content de l'avoir fait. Et suite à ça, en fait, quand tu parles de bulles, nous on a mis en place des moments de bulles toute l'année, parce que c'est bien gentil de se dire voilà, à partir de 10 jours, voilà, il faut déjà pouvoir le faire, faut avoir du soutien, faut pouvoir du relais, faut avoir du relais, faut avoir les finances pour le faire aussi. Mais au-delà de ça, nous on a mis en place des moments de bulles, même si ça dure 2-3 jours solo. Pas forcément à 2, tout seul. Et en fait, on le fait chacun de notre côté. Voilà, on le fait pas 10 fois, on le fait 2 fois, deux fois par an. Mais en fait, c'est vraiment des moments de bulle à soi. On appelle ça c'est des me time. Voilà, c'est me, myself and I. C'est un truc un peu égoïste. C'est un peu un moment il y a que moi qui compte. Je suis dans ma bulle, je suis dans ma déconnexion. Et c'est des moments de ressources. C'était non négociable, précieuses. Mais si tu vois, t'as dit égoïste, c'est pas égoïste au final, parce que justement, tu vois, ça nous suit même dans le vocabulaire, mais c'est vrai que
Moi, j'ai eu un peu C'est plus de hyper mal. Hein. important. L'idée vient pas de moi. Et j'ai eu un peu plus de mal à l'accepter, honnêtement. Par contre, quand j'ai goûté, après, j'ai fait ouais, ok, c'est bon, on C'est change pas pas. mal. On garde ça de J'adhère. ouf, j'adore. Ouais. Et c'est pareil, enfin, je veux dire, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Enfin, tout le Absolument. monde n'a pas besoin de la même chose. Absolument. Je pense que c'est à chacun aussi de définir ce qui te fait, Oui. ce qui te fait du bien à toi. Ça peut être un temps tout seul, ça peut être rencontrer du monde, enfin, Ouais, ça peut. mais Ça, ce qui est plein de important, choses. c'est de se Lire, l'autoriser. faire du sport. Oui, mais c'est ça, En exactement. fait, c'est La première marche, c'est ça quand même à faire. Voilà. C'est conscientiser. C'est quoi mon besoin? Ouais. Et après, c'est d'accepter. Ouais. Et encore une fois, de mettre au loin un peu les injonctions, tu vois, et de dire, Bien sûr. ok, mais moi, je m'en fous, en fait. Moi, de quoi j'ai besoin là tout de suite? Mm. Et évidemment, tu as raison. Là, moi, j'ai parlé, pour répondre à ta question, de ce que je faisais moi. Mais ça peut être prendre un bain avec un bouquin, un livre, et un bouquin et un verre de vin, voilà, pendant 1 heure. Ça peut être faire une soirée par semaine ou tous les 15 jours avec des potes. Ça peut être un moment à soi pour faire du sport. Peu importe. C'est chacun trouve en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il peut. Mais c'est en tous les cas de pas oublier qu'avant d'être un parent, une mère encore plus, mais ou un père, on est un être humain individuellement, quoi. Voilà, on vit seul. Mais là, on parle de parents, mais je pense que même dans un couple, je pense que c'est nécessaire. Bien sûr. Je pense qu'on a pareil une image d'un couple qui doit être fusionnel, à deux, tout faire à deux, tatati, tatata. Je suis pas si sûr que l'être humain soit pleinement fait pour être complètement à deux tout le temps, et que finalement, est-ce que c'est pas aussi une construction sociétale, et que oui, on peut avoir des besoins de moments seuls. Encore une fois, pour être bien à deux, il faut déjà être bien avec soi-même. Exactement. Mais c'est vrai que je posais la question parce que c'est vrai que quand on dit qu'on est parents de jumeaux, bon, voilà, c'est surtout au début, dans les premières années où tu dis il y a beaucoup de logistique, arriver à se l'autoriser pour pouvoir, comme on disait, garder le cap, c'est important de se dire que c'est possible, mais j'imagine que voilà, c'est de l'organisation. Et puis c'est pas arrivé tout de suite. Voilà. Hein, les moments, les petites bulles là dont je parle de 2 jours, c'était les enfants. On a mis ça en place. Je sais plus exactement, mais je pense qu'ils avaient 2 ans et demi, 3 ans. On avait passé le gros le dur quoi. Le dur, ouais. Et c'est vrai que depuis notre échange, on parle beaucoup effectivement, tu vois, d'injonction, de regard, tu vois, qu'ont les autres, finalement la société un petit peu sur notre rôle de parent. Toi, puisque du coup, tu en as fait ton métier de ce sujet de la parentalité, et notamment, comme on l'a dit, je l'ai dit en introduction, en entreprise. Toi, qu'est-ce que tu observes et comment tu décrirais la place de la parentalité en entreprise? Est-ce que tu vois des évolutions récentes sur ce sujet? Quel est un peu ton constat? Alors, le sujet évolue quand même. On en parle plus alors qu'on n'en parlait pas du tout il y a encore quelques années. Il évolue doucement. Il évolue doucement et il évolue avec des grosses différences en fonction de la typologie de l'entreprise. La taille, tu veux dire? Ouais, de la taille d'entreprise, tout à fait. Aussi du secteur d'activité. Du secteur d'activité. Mais aussi du secteur. Clairement, dans le service, c'est un peu plus simple. Dans les banques que dans l'industrie. Mais effectivement, la première grosse différence, c'est les tailles d'entreprise. Et effectivement, quand on parle de parentalité en entreprise, quand on regarde un peu ce qui est fait, on voit plein de choses qui sont faites dans les très grosses boîtes. Et c'est canon, il faut bien que ça parte de quelque part. Voilà. Après, n'oublions pas que le tissu économique en France, PME, c'est la PME. C'est la TPE, la PME, en très très grosse majorité. C'est pas les grosses boîtes du CAC qui sont et effectivement, là, c'est moins évident. C'est moins évident parce que la maturité, elle est moins là, parce que les moyens sont pas les mêmes, parce que les tailles d'équipe sont pas les mêmes aussi. Donc en fait, une grande équipe permet d'avoir plus de latitude et de flexibilité que quand tu es dans une boîte de 10 salariés. C'est plus difficile, une absence tout de suite, ça se fait ressentir. Voilà. Donc il y a une vraie différence effectivement en fonction des tailles d'entreprise. Ceci dit, je suis quelqu'un qui suis hyper optimiste et positif, donc il faut le dire, ça bouge. C'est vrai que c'était un sujet qui n'existait pas il y a encore 10 ans, 10-15 ans, c'était un sujet qui n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, le sujet, il existe clairement. Il existe clairement, et c'est vrai que de par le fait que la société a évolué, la place des femmes dans le tissu économique a beaucoup changé aussi. Le fait que un couple, en général, les deux doivent travailler juste pour subvenir aux besoins parce que inflation, etc., des raisons économiques. Oui. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça, c'est mon impression, tu m'arrêtes évidemment si tu n'es pas d'accord avec moi, mais
de se dire que moi, j'ai quand même l'impression que la parentalité est quand même assez invisibilisée en entreprise, dans le sens, tu sais, l'expression on te demande de travailler comme si tu n'avais pas d'enfants et d'élever tes enfants comme si tu n'avais pas de travail. Bah, c'est assez vrai, en fait, tout à fait vrai. quand même. Donc, voilà, je trouve que pour l'instant, les entreprises, on parlait, tu vois, de cycle, d'accepter, de flexibilité. Non, c'est très très vrai. C'est très très vrai, mais parce que à un moment donné, faut aussi poser les choses. On est dans une culture française, enfin, et pas que française d'ailleurs, mais de la performance, de la recherche de la performance en permanence. Tout comme tout à l'heure, je disais que c'était intéressant d'interroger ce qu'on mettait derrière le mot réussir sa vie, la notion de réussite, et que je pense que la définition, typiquement dans les années 80 et aujourd'hui dans les années 2020, je pense que c'est encore différent. La notion de performance, je trouve qu'elle est intéressante aussi à rechallenger dans un monde où finalement cette course à la performance amène à un épuisement de toutes les ressources, qu'elles soient planétaires, écologiques ou qu'elles soient humaines. Voilà, il n'y a jamais eu autant de burn-out, il n'y a jamais eu autant de souffrance mentale. Comme tu l'as dit très justement, on demande aux parents aux salariés parents de travailler comme s'ils n'avaient pas d'enfants et d'avoir des enfants comme si ils ne travaillaient pas. Donc c'est une double injonction qui est impossible à tenir. Et c'est pas que, enfin là on parle de ça, mais cette charge mentale et tout, elle n'est pas que chez les parents d'ailleurs. Absolument pas. La pression, elle est sur beaucoup de collaborateurs. Voilà, on est effectivement, parce que cette course à la performance en permanence, je pense qu'il y a une, il y a une approche du management qui est complètement à revoir. Et en plus, on en parlait tout à l'heure. Je suis persuadé que intégrer la parentalité aujourd'hui, c'est se préparer à la vague énorme qui arrive de demain de l'aidance. Et là, qui va toucher absolument tout le monde. L'aidance, ça va absolument toucher absolument tout le monde. Tu veux dire que les mesures qu'on pourrait mettre en place sur la parentalité, une fois qu'elles y seront, c'est des choses qu'on va devoir mettre en place aussi pour cette... Mais parce que moi, je pense que quand on parle de parentalité en entreprise, au-delà des mesures, c'est une culture qu'on change. Oui. C'est une culture, c'est une façon de fonctionner et qui n'a rien à voir, qui n'est plus la même. Et finalement, par contre, les bénéfices de cette évolution culturelle, managériale, quand on intègre la parentalité, c'est la même chose que pour l'aidance qui va concerner absolument tout le monde. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu t'observes toujours un écart dans la façon dont on considère les mamans et les papas en entreprise ? Oui, clairement là par contre, on va pas se mentir, la parentalité c'est le premier berceau des inégalités. Alors, non, pas tout à fait vrai. Le vrai premier berceau des inégalités, c'est dès la petite enfance, clairement. Ça se fait dès les cours de récré en maternelle et en primaire. Et après, le deuxième gros moment de bascule, c'est au moment de la parentalité. En gros, les carrières des femmes et des hommes sont à peu près similaires en début de carrière. Les rémunérations, il y a un écart qui est injustifiable de 5%, mais qui est assez faible. Par contre, le décrochage, il se fait clairement au moment de la parentalité. Et effectivement, la parentalité en entreprise, elle est beaucoup plus pénalisante pour les mères que pour les femmes que pour les hommes. Mais clairement, moi, effectivement, je milite pour qu'on intègre la paternité, mais avec comme conséquence l'égalité. C'est-à-dire qu'en gros, on va gommer le risque maternité qui est encore hyper présent dans l'entreprise pour le transformer en fait parentalité. C'est un fait, c'est pas un risque. Et c'est pas maternité, c'est parentalité. C'est-à-dire qui concerne aussi bien les femmes que les hommes. Voilà, aujourd'hui, 5 ans après la naissance d'un premier enfant, les femmes voient leur rémunération baisser de 20% en moyenne. Les hommes voient selon un rapport de France Stratégie, voient leur rémunération augmenter de 10%. 5 ans après la naissance du premier enfant. Pourquoi ? Et à la fois parce qu'il y a des biais inconscients. C'est dingue, c'est dingue. La différence, elle est énorme. Et c'est lié à quoi ? Et pour les hommes, des biais inconscients. Il est devenu père, donc il est solide, le bon père de famille. Et donc, du coup, des biais inconscients qui fait qu'on l'augmente plus. Et puis, au-delà de ça, on lui donne accès à des évolutions professionnelles et à des promotions. Alors que ça c'est du côté des pères. Du côté des mères, une femme sur 2 diminue son temps d'activité. Une femme sur 2 diminue son temps d'activité. Pour pouvoir assumer. Exactement, pour réussir à concilier. Le choix, comment il est fait au sein du couple, souvent il est fait par rapport à la notion financière. Vu que les femmes gagnent moins, du coup, c'est les femmes qui diminuent leur temps d'activité. Au-delà de l'aspect culturel qui est encore très ancré malheureusement. Mais donc du coup, elles baissent leur temps d'activité, donc elles gagnent moins. Mais aussi elles sont moins présentes. Donc, dans l'inconscient,
on est quand même dans une culture managériale en France du présentéisme. Donc, tu te barres à 17h30 parce qu'il faut récupérer ton enfant à la crèche. T'as pris ton après-midi. T'as pris ton après-midi. Et du coup, t'es pas engagé. Ouais. T'es pas là aux réunions parce que c'est vrai que la réunion hyper... À 18h30, elle est toujours, la stratégie qui est toujours là. Évidemment, quand t'as ta journée dans les Ou à pattes, c'est sûr qu'on va 8h30. prendre les meilleures décisions, évidemment. Ou la réunion du lundi à 9h. Ouais, je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Mais voilà. mais c'est ça. Enfin, Mais c'est la réalité, elle est La encore réalité, clairement là. Ouais. Et donc, du coup, tout ça, ça pénalise clairement les femmes. Bien Donc, sûr. d'où l'écart de rémunération. Mais on pourrait se dire, enfin, c'est intéressant de tirer le fil et de se dire que ça génère une vraie paupérisation des femmes sur Bien l'instant, mais sur toute leur carrière professionnelle. Parce que ça a des impacts sur les retraites, etc. Exactement, y compris sur leurs retraites, qui sont inférieures. Si tu diminues ton salaire, tu cotises moins et fatalement après, on ne se parle même pas de la situation où en cas de séparation dans un couple, plus de précarité, etc. 20% des femmes tombent sous le seuil de pauvreté suite à un divorce. 20%, une femme sur 5. On n'a pas parlé, et c'est pour moi essentiel, on n'a pas parlé des mamans solo. C'est pas un petit sujet. Les familles aujourd'hui, elles ont la forme familiale a énormément évolué en très peu d'années. Le schéma un papa, une maman est encore évidemment dominant, mais il y a des schémas avec deux mamans, des schémas avec deux papas et des schémas avec des mamans solo. Des papas solo aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Des mamans solo. C'est énorme. C'est une famille, je crois, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est une famille sur 4 qui est une maman solo, et dans 85%, enfin qui a un parent solo, et dans 85% des cas, c'est une mère. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Et là, va concilier ta vie. T'es maman solo avec 1, 2 ou encore pire, 3 ans, enfin pas encore pire, mais encore plus difficile, 3 enfants, concilier avec un job, avec effectivement, tu pars à 17h30, t'as pris ton après-midi, tatata. Voilà. C'est compliqué, Donc clairement, il y a une vraie différence, encore une fois, aujourd'hui, de traitement au sein de l'entreprise, dans la parentalité entre les femmes et les hommes, c'est indéniable. Et quels sont les freins, à ton avis? Alors, tu as parlé effectivement de la culture managériale. Est-ce que tu en vois d'autres, ou est-ce que tu peux développer la partie culture managériale? Mais quels sont les freins selon toi finalement pour intégrer mieux cette parentalité en entreprise? Les freins, ils sont poliformes. Il y a l'entreprise, mais une entreprise, c'est une entité qui évolue dans la société. Donc, une entreprise, elle subit aussi le poids sociétal, et y compris les stéréotypes, les injonctions. Et clairement, aujourd'hui, parentalité est encore largement perçue comme c'est le rôle de la maman. J'ai échangé avec un papa, il s'appelle Antoine, il est commercial, il est hyper engagé auprès de sa fille, et en fait dans son entourage on le traite, parce que c'est le mot, et ceux qui nous voient, ok, mais ceux qui nous entendent, je mets des guillemets à ce que je veux dire, de fragile, parce que c'est un homme qui s'occupe de beaucoup, mais tout le temps, il a un job, il concilie, mais il s'occupe, sa femme a une très grosse fonction, et donc c'est plus lui qui s'en occupe, et en fait il est traité de fragile. Parce que les rôles sont pour la société inversés, c'est ça? Ouais. Donc en fait, effectivement, il y a clairement un poids sociétal, et donc l'entreprise ne fait que reproduire ces stéréotypes de genre qu'elle trouve. Donc voilà, il y a une part de sociétal, et puis après effectivement les entreprises elles ont besoin de faire leur mue. Je pense moi ma conviction, mais encore une fois je suis positif, optimiste, mais elles vont pas avoir le choix. Elles vont pas avoir le choix parce que aujourd'hui les salariés, ça fait partie de leur premier critère de choix. Ah mais clairement. L'égalité et l'équilibre de vie fait partie des premiers critères de choix quand tu cherches un job. Et donc les entreprises aujourd'hui, leurs deux principales problématiques, c'est une problématique économique, parce qu'on est dans une instabilité politique, économique, et française et mondiale et européenne depuis pas mal de temps maintenant. Ok, point. Mais la deuxième problématique, et alors moi j'ai plein de potes qui sont des RH, ils me disent tous, c'est recruter et fidéliser les talents. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mettre en place une politique de parentalité et d'égalité, c'est justement attirer et garder tes talents.
J'ai une petite histoire à raconter sur le sujet. J'intervenais il y a 2 ans dans une grosse mairie en banlieue parisienne. Je vais pas la citer. Et l'adjointe au maire à l'égalité me raconte qu'il cherche à recruter un directeur de l'urbanisme ou une directrice de l'urbanisme depuis pas mal de temps et qu'ils galèrent, ils n'arrivent pas à trouver, mais qu'enfin ils avaient trouvé le super candidat Fabien, tout ça. Donc il fait tous les process de recrutement. Et lors du dernier entretien, le 4e ou 5e, Fabien, qui était jeune papa, et il allait être papa dans quelques mois, je crois, d'un 2e enfant, pose des questions sur place en crèche, flexibilité temps de travail, télétravail. Et la mairie dit non, parce qu'elle s'était jamais posé ces questions-là. Qu'a fait Fabien? Et il a prévenu la collectivité après. Il a choisi le job dans une autre boîte avec, tiens-toi bien, une rémunération inférieure de 20%, mais la boîte proposait télétravail, place en crèche, flexibilité du temps de travail. Donc je trouve que ça, c'est important parce qu'effectivement, les boîtes, aujourd'hui, elles ne vont pas avoir le choix. Elles vont être obligées d'intégrer la parentalité en entreprise pour réussir à attirer et à garder leurs collaboratrices et leurs collaborateurs. Ouais. Et quelles seraient les mesures phares, on va dire, à mettre en place justement pour arriver à faire en sorte d'avoir une vraie politique de parentalité? Dans ta question, le vrai politique de parentalité est important parce qu'effectivement, tu peux mettre en place des petites actions qui sont déjà ça, mais le Graal, c'est effectivement d'avoir une vraie stratégie globale. Alors, moi, je crois que on en a parlé, on l'a dit, on est là sur un changement sociétal et donc comme tout changement sociétal, ça s'accompagne. Donc ça passe par de la sensibilisation. Donc moi je crois que toutes ces conférences, c'est déjà un premier pas. Deuxième pas, il faut absolument former les managers. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont l'interface entre les besoins des salariés et les exigences ou les attentes ou les besoins d'un codir, enfin d'un comité exécutif ou d'une direction. Donc si on forme pas les managers à comment intégrer la parentalité en entreprise. Et éviter ces biais. Ils peuvent pas y arriver. Exactement. Ouais. Moi, je forme des managers sur ce sujet et parfois, j'ai des managers et j'aborde le sujet, par exemple, de la PMA. Quand une femme vit un parcours de PMA, c'est des absences, c'est des up and down physiques, émotionnels. C'est des parcours qui sont vraiment pas simples. Quelqu'un qui a vécu une PMA, c'est très bien, ou dans son entourage, c'est très bien le comprendre. Quelqu'un qui n'a jamais vécu, juste en fait ne peut pas comprendre. Mais pourquoi elle s'absente, pourquoi hier elle était hyper contente, puis alors là ça va pas du tout, elle pleure, machin, rien. Et donc en fait, ce que j'observe moi avec les managers, c'est qu'il n'y a pas forcément de malveillance de leur part. Il y a plus de la méconnaissance. Ils ne savent pas. On pourrait se dire, ouais, enfin, t'es gentil, Pascal, aujourd'hui, il y a des ressources partout, c'est facile, voilà. Bon, on peut pas non plus s'intéresser à tout, sur tous les sujets, tant qu'on n'y a pas été confronté. Moi, le manager que j'étais avant d'être parent, franchement, j'étais pas, j'avais des lacunes. Mais j'étais pas sur ces sujets-là, et franchement, j'ai fait des trucs pas cool. Je me souviens d'une collaboratrice où j'étais, pas cool, j'étais pas horrible, parce que je suis un gentil, mais en termes d'accompagnement, c'était pas ouf. Mais ça aurait pu être mieux, quoi. Ça aurait pu être largement mieux, j'aurais pu faire bien mieux. Donc, du coup, sensibiliser tout le monde, former les managers, et puis après effectivement il y a plein d'outils à mettre en œuvre. Moi je crois qu'effectivement le congé paternité extra-légal, c'est un essentiel, donc aller au-delà du 1 mois, mais déjà 1 mois, encourager les pères à prendre leur mois. J'allais dire rémunérer à 100%. Voilà, aussi, parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, parce que si tu le rémunères pas à 100%, forcément, ça encourage pas à les prendre. Et en termes de culture, je le dis parce que moi, je l'ai vécu, ça, des papas qui... Alors, ils le prennent de plus en plus, mais c'est de le prendre... Enfin, en tout cas, c'est mon impression, c'est de le prendre tout de suite, en fait. Parce que pour l'instant, ils le fractionnent beaucoup. Ils ont déjà, entre guillemets, que un mois et ça va très, très vite. Et comme il y a la possibilité de le fractionner, ils vont prendre 1 semaine ou 2, qui est passée au moment où tu es à la maternité ou quand tu accueilles ton enfant. Et puis après, tu prends 2 semaines un peu plus tard, parce que du coup, ça passe mieux auprès des managers et de l'entreprise. Alors que la vraie révolution, en tout cas pour moi, je pense, je sais qu'on est d'accord, c'est-à-dire que s'il y avait un vrai, et en plus, au-delà d'1 mois, congé paternité, ça changerait les mentalités vraiment, parce que si le père s'absente... Absolument. C'est plus un sujet, quoi. Les 2 parents s'absentent, on compose avec. C'est exactement ça. Et je pense que c'est intéressant que les pères se retrouvent seuls avec l'enfant. En plus. Parce que ça leur permet de vraiment comprendre le quotidien de ce que c'est que tu n'as pas le temps de prendre une douche de la journée. Tu vois, que tu rentres, l'appart ou la maison, c'est en bordel parce que de toute façon, ça juste t'as pas pu gérer. Voilà. Donc je trouve que ça permet, ça favorise la compréhension mutuelle. Ça abîme moins le couple.
Ouais, bien sûr. Et tu parlais de compétences que tu développes, l'anticipation, le fait de penser, Absolument. tu vois, à Absolument. des sujets. C'est une chose de les exécuter, mais c'est une Ouais. chose d'y penser. Et c'est vrai que Très si tu es juste. confronté avec ton enfant toute la journée, il y a des choses Bah, où là, tu comprends mieux, tu quoi. comprends. Et c'est important aussi, parce que là, on est en côté entreprise, mais côté couple, hein, c'est. Merde, j'ai peur de dire une bêtise sur les chiffres, mais les stats sont hallucinants du nombre de séparations de couples sur la Sur première la année de première l'enfant. année d'enfant, bien sûr. Il y en a Voilà, ce qu'on appelle énormément. le baby clash. Et, voilà. Et je pense que favoriser la compréhension mutuelle de ce que c'est l'arrivée d'un enfant et la gestion au quotidien, je pense que ça aiderait beaucoup. Beaucoup, ouais. Congé paternité, t'en parlais. Effectivement, aujourd'hui, les études disent il est pris par 70% des pères. Et c'est intéressant de regarder, tu l'as un peu évoqué, mais je voudrais juste donner quelques infos là-dessus. C'est de l'observer par CSP. Et en fait, par catégorie socio-professionnelle, donc par revenu. Il est très pris par ce qu'on appelle les classes moyennes. Par contre, il est très peu pris. Il est beaucoup moins pris, en tout cas, par les bas salaires et par les hauts salaires pour des raisons absolument différentes. Par les bas salaires, c'est qu'aujourd'hui, le congé paternité, il est indemnisé dans sa forme légale en moyenne à 80%. 20% de salaire en moins quand tu as un bas salaire, bah, tu peux juste pas. Bah non, Tu bien remplis sûr. pas ton frigo, tu peux pas payer Bah oui. tes traites, tu peux pas mettre le plein d'essence dans ta bagnole. Donc en fait, juste, tu ne peux pas. peux C'est pas pas faire. forcément une volonté, c'est juste que tu Ah ne ben non, peux non, pas. bien sûr. Ouais. Et pour les hauts salaires, c'est pas le sujet de la rémunération, mais c'est plutôt une croyance hyper ancrée qui est de dire j'ai un super job, je sauve le monde, donc je peux pas abandonner mon job pendant un mois. Donc en fait, ça Oui, c'est et puis la peur de ce que ça renvoie, je de pense ce que aussi. ça renvoie, T'as évidemment. ça, effectivement, je pense D'ego, que c'est voilà. d'ego, mais il y a aussi ce mais bien truc de sûr. ça peut être mal vu, quoi. Très juste. Surtout pour un Non, homme. non, Enfin, mais je suis tout désolée à de faire fait. des stéréotypes, Bien mais sûr, non, c'est vrai. c'est vrai. Donc là, dans les outils, donc voilà, les congés parentaux, et puis après, il y a plein de choses. Je pense que l'accompagnement, on en parlait juste avant le début de l'enregistrement, mais de l'accompagnement des mères au retour à la Oui. reprise au travail, il y a plein de choses à faire. Et vraiment, alors il y a des boîtes, hein, je pense à, je sais pas si J'allais te poser la on question peut parce que nommer je des demandais boîtes. est-ce que ouais, bien. Ouais. Ouais, est-ce qu'il y a des boîtes qui s'y prennent bien justement Bah, parce qu'il y en a, ouais. typiquement, c'est KPMG qui avait mis en place, qui a mis en place il y a 2 ans, donc cabinet d'experts comptables et d'audit pour celles et ceux qui connaissent pas forcément. Ils ont mis en place pour faciliter la reprise un 80% de temps de travail payé 100% sur les 6 mois de la reprise de l'enfant. Ouais, c'est top ça. Ouais. C'est pas mal. Mm. C'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs boîtes qui mettent en place des coachings, qui proposent des coachs spécialisés dans l'accompagnement de retour au travail post-maternité. On revient pas, faut arrêter de se mentir, on ne revient pas exactement pareil quand on a avant d'avoir son enfant et à son Et retour après, au travail. bien sûr. C'est hyper vrai pour les mères, un peu, c'est aussi vrai un Mais peu pour les papas pères. aussi, en vrai, Mais voilà. bien Et sûr. donc, du coup, ça se doit de s'accompagner. Oui, et puis ta réalité, surtout en France où le congé maternité est quand même relativement court, tu pars pas Oui. pendant 1 an, etc. Ben non. Et tu as une réalité de physiologique des enfants au début, qui, comme tu disais, hein, c'est de la logistique, etc. Bah, c'est difficile de jongler quand ton bébé il a 3 mois et demi ou 4 Bah, mois. absolument. Enfin, je veux dire, il y a quand même des besoins juste physiologiques, absolument. primaires. Bien sûr. Et donc, tu vois, et puis Sur l'allaitement. Sur typiquement. l'allaitement, voilà, exactement. Voilà, pour T'as les la femmes même. qui font le choix de l'allaitement, la reprise au travail, elle est quand même super compliquée. Quoi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent Absolument. à la reprise au travail. Hein. Oui, mais c'est quand même pas très sain. Ah non, mais je De- dis pas. de- je dis pas- non, je sais bien que c'est pas ce que tu penses, mais c'est quand même pas très sain d'arrêter par Mais non. contrainte, arrêter par choix. Parce que. Non, mais quand voilà. je disais ça, c'est parce Ben, qu'en général, j'avais c'est bien par compris, hein. contrainte. Hein, Bah, bien parce sûr, j'avais bien que compris. c'est trop compliqué et que, pareil, je pense que tu n'oses pas aller forcément Bien sûr. voir ton boss ou les RH pour leur dire est-ce qu'il y a une salle Une salle d'allaitement. une salle d'allaitement, est-ce que je peux. Absolument. Comme c'est la culture, c'est ce qu'on disait. Bah, bien sûr. Donc, toi, tu as des exemples d'entreprises. Ouais. Voilà, les banques, franchement, mais Ouais. parce qu'elles ont plus de Moyens moyens aussi. ouais. Voilà, elles font énormément de choses, des chartes de la parentalité, tout ce qui est crèche d'entreprise, évidemment, même si le sujet des crèches aujourd'hui il est un peu compliqué avec tous les scandales qu'on connaît sur les crèches privées. Mais ceci dit, c'est des vraies solutions. Hein. Je crois que c'est énorme le manque qu'il y a de place, hein, de garde, de moyens de garde en tous les cas. LDLC qui avait mis en place, qui a mis en place, c'est pas les seuls, la semaine de 4 jours. Aujourd'hui, en fait, quand on observe les études, ce que disent les parents, c'est que leur plus grand besoin, c'est la flexibilité.
C'est la C'est flexibilité. Mais moi, je trouve que là aussi, c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je trouve que intégrer la parentalité en entreprise, c'est un super bon prétexte quand tu es RH ou quand tu es dirigeant pour changer la culture. Parce que la flexibilité, on en a aujourd'hui, on a depuis des années organisé un modèle du travail qui est si je caricature un peu, mais du lundi au vendredi de 9h à 18h. Le même modèle pour tout le monde. Sans prendre en compte qu'on a parfois des besoins familiaux différents, mais on peut avoir des besoins physiologiques qui sont différents. Moi, je peux kiffer bosser jusqu'à 23h et pas être du tout du matin à 9h. C'est pas mon cas, mais il y a des gens où c'est très, très, très marqué, qui sont, si on reparle de performance, qui sont plus productifs à certains moments de la journée et pas forcément juste entre 9h et 18h. On pourrait se dire aussi le 9h-18h qui est quand même absolument idiot, parce que globalement tout le monde se retrouve sur les trajets en même temps, donc avec l'impact écologique que tu arrives, que t'es hyper tendax quand tu arrives, t'as à peine commencé ta journée, tu t'es déjà, en tant que parent, tu as commencé ton début de journée, parce que la journée elle a commencé à 6h ou à 7h, tu vois, avec les enfants à s'occuper, à gérer, parfois avec plaisir, parfois avec un peu moins de plaisir et de patience, mais voilà, donc le besoin. Le premier besoin qui est exprimé dans toutes les études, c'est la flexibilité. Oui, bien sûr. Et comment, à ton avis, la parentalité pourrait être vue justement comme un levier de performance ou d'innovation et pas seulement justement comme une contrainte? Ouais, c'est intéressant comme question parce que je pense qu'effectivement, c'est aussi un angle pour réussir à convaincre les boîtes d'évoluer. Moi, il y a un angle que j'aime aborder, qui est la notion dont j'ai peut-être un peu parlé tout à l'heure, je ne sais plus, mais des soft skills et des talents. Peut-être sans faire un cours, mais très rapidement, les hard skills, c'est les compétences techniques, les soft skills, c'est les compétences douces, comportementales, en gros, nos traits de personnalité. On est dans un monde en profonde transformation, on a l'IA qui bouleverse absolument tout, et en gros, malheureusement, tout ce qu'on sait faire de compétences techniques, c'est obsolète en 2 ans, 3 ans, 4 ans, très vite. Ça, voilà. Donc aujourd'hui, les boîtes, ce qu'elles cherchent, c'est pas ce que tu sais faire, mais c'est qui tu es. Et je disais tout à l'heure, j'avais plein de potes qui étaient des RH, mais ils me le disent tous, en 10 ans, ils ont complètement fait évoluer leur process de recrutement, où avant 80% du temps, c'était qu'est-ce que tu sais faire, et aujourd'hui, c'est qui tu es. Est-ce que tu vas être compatible avec la culture de la boîte, avec l'équipe, avec moi, manager, etc. T'adapter. Ouais, exactement. Et donc, du coup, quand on devient parent, on en a parlé tout à l'heure, on développe tout un tas de compétences qui sont hyper utiles pour le taf. Et ça, je trouve que c'est un angle intéressant. De laisser les salariés parents pouvoir vivre pleinement leur parentalité, sans dire que le boulot, on l'oublie, et voilà. Mais c'est développer des compétences qui sont utiles dans le cadre professionnel. Je vais raconter une petite histoire que j'adore. C'est l'histoire de Gabriel. Je ne l'ai pas racontée? Non, pas. Pardon, des fois je m'embrouille. Gabriel, il est ingénieur sur Paris. Je l'avais interviewé il y a quelques années. Et il veut devenir manager. Il demande à ses boss, et ses boss lui disent « Ah non, t'as pas du tout les compétences, donc pas du tout. » Ok. Il fait un peu la gueule, mais il accepte. 1 an ou 2 ans après, il devient papa. Et parce pour 2 raisons. Problème de garde, plus il devient papa un peu sur le tard, entre guillemets. Je crois qu'il a 42 ans à ce moment-là. Et donc, il dit non, je veux profiter de ma fille. Et donc, il décide de prendre non pas un congé paternité, mais un congé parental de 4 mois. Okay. Encore plus long pour le papa. Plus long, exactement. Il prend 4 mois. Voilà, il surkiffe et tout tatati tatata. Et puis au bout de 4 mois, il reprend le chemin de sa l'école, non, mais de son entreprise, pardon. Et quelques semaines après, il est convoqué par sa direction. C'est pas lui qui sollicite, il est convoqué par sa direction et il lui propose de devenir manager. Gabriel, il dit je comprends pas, je vous ai demandé il y a 2 ans, mais non, il me dit depuis ton retour de congé parental, tu n'es plus le même. Tu as changé. Tu as changé. Tu as développé de l'empathie, de la créativité, la priorisation, l'organisation, de la vision, etc., etc. Tout un tas de compétences que tu n'avais pas et qui sont nécessaires au job de manager. Donc ça, je trouve que ça, c'est un des apports pour le monde de l'entreprise. On a aussi parlé, tout à l'heure, on l'a déjà évoqué, dans les bénéfices pour l'entreprise, l'attractivité, la rétention des talents. Bien sûr. Et si tu avais une baguette magique, tu commencerais par quoi pour faire bouger les lignes? Pardon, oui, je peux ajouter un truc, pardon. Et enfin, je pense que ce qui est important aussi, c'est de changer les récits qu'on a. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. C'est ce qu'on appelle les rôles modèles. Mais c'est aussi de changer ce truc de dire ah là là, quand tu deviens parent, tu seras plus engagé dans ton boulot.
mais c'est pas vrai. Moi, mais quasiment tous les jeunes parents, les premières années le disent, mais je suis devenu productif de ouf parce que je suis claqué, parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas le time. Donc du coup, je suis hyper focus et je sais. Et en fait, voilà, tu passes peut-être, pardon pour la caricature, mais peut-être un peu moins de temps à la machine à café. Et en fait, c'est le mode straight to the point parce que, en fait, oui, effectivement, à 17h30, 18h, faut que tu c'est même pas j'ai envie de partir, c'est je dois partir. Mais pour autant, les gens ils sont pas désengagés, hein, c'est pas du tout vrai, faut pas croire ça. Les gens ils aiment travailler. C'est encore plus si tu leur donnes les conditions pour. Bien sûr. Donc c'est changer les récits, arrêter de culpabiliser aussi. Voilà cette parentalité pour dire du coup tu seras un mauvais salarié maintenant. Non, c'est pas vrai. En fait, on peut concilier les deux et voilà et faire en sorte qu'on ait des récits qui donnent envie. Et donc, ça sera ton petit point sur la baguette magique, voilà, non? Si, la baguette magique. T'en as un autre à ajouter? Non. Si. Ça serait quoi? Non, si t'avais donc ta baguette magique. Baguette magique, je pense qu'encore une fois, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est sensibiliser. Sensibiliser, je pense que vraiment tout passe par là. Ouais. Sensibiliser. Et les codeurs, il faut qu'il y ait vraiment de l'exemplarité et former les managers. Je pense que ça serait vraiment les 2 points. Je peux raconter encore une petite histoire. Ouais, une dernière. Une dernière, mais elle est hyper chouette. C'est l'histoire de. Je dois raconter cette histoire parce que je trouve qu'elle est très forte quand on parle justement de sensibiliser et d'incarnation. C'est l'histoire de Pierre-Édouard Battard, qui était le PDG du Crédit Mutuel. Et en fait, je peux raconter parce que je l'ai interviewé, donc j'ai publié, puis lui-même a pas mal communiqué sur le sujet. Tu la connais? Non. Tiens, allez, génial. Pierre-Édouard, il veut un enfant. Et en fait, sa compagne, c'est une girl boss qui est hyper engagée dans sa carrière professionnelle et qui n'a pas du tout envie de sacrifier sa carrière professionnelle et qui lui dit: t'es gentil, si on a un enfant, je sais très bien comment ça va se passer. C'est moi qui vais devoir mettre un frein sur ma carrière. No way, je veux pas. Donc voilà. S'en passe plusieurs années de négociations au sein du couple et finalement, ils arrivent à un compromis parce que Pierre-Édouard il dit: si, je promis, je m'engage. Et sans ces engagements, c'est quoi? Et donc, elle lui fait confiance et elle a eu raison. Ses engagements, c'est quoi? Il est PDG du Crédit Mutuel. Gros poste, donc, gros poste à responsabilité. Il a pris un congé paternité de 3 mois. Il s'est engagé et les mardis et les jeudis à aller chercher sa fille à l'école. À la crèche, pardon, pas du tout, à l'école, à la crèche. Et je lui dis: mais attends, président du Crédit Mutuel, j'imagine que tu avais un job de représentation qui se passe le soir dans les instances économiques, politiques, culturelles, enfin voilà. Et il m'a dit: mais c'était dealé. Moi, mes 2 premières années, ma place, elles sont à la maison auprès de ma femme et de ma fille. Elles sont pas dans ces instances qui sont nécessaires au job. Et donc, en fait, il avait mis en place toute une orga. Il avait nommé une vice-présidente, une femme, une vice-présidente qui prenait le relais, mais quelques mois auparavant, pour faire le relais, la passation, etc. Ok, on pourrait me rétorquer: ouais, en même temps, il est PDG de la boîte, c'est assez facile. Et donc finalement, ok, il a fait ses choix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand même, en tant que PDG, c'est pas du tout dans la culture qu'on connaît de prendre ce type de décision. Et en plus, il a largement communiqué sur le sujet. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ce qui est également intéressant, c'est 6 mois, 1 an après. Qu'est-ce que ça a généré dans le changement culturel de la boîte? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il est PDG et que forcément, ça a un impact. Parce qu'on parle de baguette magique. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il a donné un coup de baguette magique. Son choix-là, et le fait qu'il ait choisi de communiquer dessus, a changé complètement dans sa boîte. Et en fait, ils étaient, du coup, 1 an après, à 100% de prise de congé paternité, parce que ça avait autorisé. Il avait des pères qui partaient, effectivement, parfois à 17h30, qui rebossaient peut-être parfois le soir, qui seraient organisés différemment, etc., etc. Mais c'est le rôle modèle. L'exemplarité, exactement. Et que tu te dis, si lui le fait, du coup, moi aussi, ça te donne l'autorisation. Moi aussi, je peux le faire. En tant que PDG, tu donnes l'autorisation de le faire. Et ça, c'est valable sur la parentalité, mais sur tellement d'autres sujets en entreprise, c'est clair. Alors, j'ai mes petites questions rituelles maintenant à te poser. Qu'est-ce que la parentalité t'a appris sur toi, même indirectement? La patience, clairement, la patience avec des jumeaux. Ça m'a appris également que, avant d'être parent, il y a plein de fois où je croyais que j'étais hyper fatigué. C'est pas vrai. Je n'étais pas fatigué quand j'avais 25 ans parce que j'avais trop fait la fête ou je sais pas quoi. C'est pas vrai, c'était pas la vraie fatigue. J'ai effectivement, ce que ça m'a appris sur moi, c'est que on avait je pense que une capacité finalement de résistance qui est bien plus forte que ce qu'on peut imaginer. Des ressources insoupçonnées. Des ressources mais insoupçonnées où je sais pas où on va les chercher. Mais ouais, clairement, la hiérarchisation. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais la hiérarchisation, comment tu priorises tes moments de vie et tes sujets de vie.
tes essentiels, comment se reconnecter à ses essentiels. Ça, voilà. Et que effectivement que moi je l'ai dit de par mon éducation, j'étais hyper work addict, très voilà, et que non, il y a une vie très très cool en dehors du boulot aussi. Et ça c'est chouette. Ouais. Et en tant que papa, qu'est-ce qui est essentiel à ton équilibre, même si on a dit que le mot équilibre n'était peut-être pas forcément le bon, mais voilà. Et qu'est-ce que tu mets en place pour te protéger cet équilibre? Ça va reprendre deux idées que j'ai déjà développées. C'est accepter les déséquilibres temporaires. Moi, c'est un truc qui me change complètement ma vie. J'avais beaucoup de culpabilité, moi, auparavant. Mais moi, personnellement, je pense que j'ai un rapport au temps. Il faut encore que je travaille dessus. Je trouve que j'ai toujours pas assez de temps. Je voudrais faire 10 milliards de trucs ou quand même, quand j'ai mes moments solo, j'ai l'impression qu'ils durent pas assez longtemps. Enfin, moi, je pense que j'ai un rapport un peu, pas encore complètement net avec le temps, mais et on a toute une vie pour apprendre, donc c'est pas grave, je me mets pas la pression, je sais que je voilà, mais accepter effectivement les déséquilibres temporaires, pour moi c'est un truc qui a vraiment changé ma vie, vraiment parce que ça a enlevé un gros poids, ça a enlevé une vraie culpabilité et un poids. Moi d'avoir ce regard là, clairement ça a beaucoup changé de choses, et essayer de se prêter à cet exercice qui est pas toujours agréable, confortable, mais qui, je pense, est nécessaire. C'est de réussir à s'interroger régulièrement sur ses envies, sur ses besoins. C'est de pas rester, c'est pas se recréer de nouvelles croyances. C'est pas de se dire non, mais là je sais, c'est ça. C'est essayer d'avoir. C'est pas facile parce que le monde nous l'autorise peu, je trouve, dans la culture, mais de la vulnérabilité et de l'humilité. De se dire que peut-être que ce que j'ai mis en place il y a un an, ça fonctionnait et là ça fonctionne plus, tant pis. On repart pas à zéro, on repart pas complètement from scratch, mais qu'est-ce que je peux remettre en place pour que ça corresponde mieux à la situation du moment. Parce qu'au sein de mon couple on est différent, parce que moi je suis différent, parce que mes enfants sont différents, parce que voilà, et voilà, donc faire ce taf là qui est un peu énergivore, qui est un peu chronophage, mais qui est très sain, je trouve, et puis en vrai qui est riche quand même. Moi je trouve que la vie c'est un truc qui est canon, ouais. Mais par contre ce qui est canon dans la vie c'est d'apprendre, c'est de grandir, c'est d'expérimenter des choses, et c'est aussi de douter. Moi je crois que je suis quelqu'un, moi je crois beaucoup à la notion d'équilibre, et je crois que je suis quelqu'un, moi, qui suis à la fois en équilibre, avec beaucoup de confiance. C'est-à-dire que moi j'avance dans la vie avec confiance, mais je pense que c'est très lié, c'est ta première question, à l'éducation que j'ai reçue, et c'est pour ça que j'ai un respect éternel pour mes parents, parce que je pense qu'ils m'ont fait un des plus beaux cadeaux dans la vie, qui est d'avoir confiance en la vie et aux autres et en soi pour avancer. Et en même temps j'ai une part de moi de doute, mais pas qui me paralyse, mais qui est de me réinterroger régulièrement. C'est très pénible, parfois, pour moi, pour mon couple, pour mon entourage, parce que du coup, ça peut générer de l'instabilité et de dire, voilà. Mais moi, c'est un truc qui fonctionne bien pour moi. Après, chacun ira puiser ou pas. Et si tu pouvais glisser un petit mot ou un petit conseil au jeune papa que tu étais à l'époque, quel serait-il ? Alors, moi, j'ai un truc que j'aurais adoré qu'on me dise, mais peut-être que je l'aurais pas entendu, c'est que dans la vie, tout passe. Quand t'es dans le dur de ouf, que t'en peux plus parce que t'es les couches, moi je fais pas du tout à manger, voilà. Par contre, les seuls moments où j'ai fait à manger, ça a été sur la diversification alimentaire de mes enfants, parce que j'ai trop kiffé, j'étais le roi du baby cook, j'ai inventé des tonnes de recettes. Non mais moi j'ai cuisiné à la maison, je dis ça fait bientôt 20 ans que je suis en couple, ça dure combien de temps, je me souviens plus, mais un an et demi, c'est ça. Ouais. Voilà, alors là j'ai fait toutes les recettes possibles et imaginables, voilà, j'ai adoré ce truc là. Bon bref, et que tu cours les machines et si les nanana, et que tu dis je vais jamais m'en sortir, ou les crises effectivement pendant la période des 2-4 ans, et que tu te dis mais en fait c'est pas vrai, ça ne va jamais arriver, ça va jamais s'arrêter, c'est pas vrai, tout passe. Ouais. Ça change pas la vie, ça permet juste d'appuyer sur pause et de se dire c'est juste un moment. Donc ça moi c'est un truc qui m'a beaucoup que j'ai vraiment appris. Dire aussi j'avais dit ça va être un tsunami, moi je l'ai perçu comme ça en amont, mais ce que j'avais pas perçu, c'est comment ça allait me faire évoluer, et de dire mais ça va être génial, tu vas beaucoup grandir, tu vas beaucoup apprendre sur toi, mais y compris dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que moi ce que je suis en tant que conjoint, mais ce que je suis même dans ma vie professionnelle, je vis des choses incroyables là dans ma vie professionnelle, elle était géniale quand j'étais salarié, mais ce que je fais depuis 9 ans c'est top aussi.
c'est clairement avec ma nouvelle vie de papa. Ça a été inspiré par ça. Donc voilà, donc c'est une super opportunité pour grandir et pour apprendre. Et voilà, c'est ça, c'est qu'être papa, c'est ça. Finalement, c'est une opportunité. C'est pas une contrainte, c'est une opportunité pour grandir, pour apprendre sur soi, voilà, pour ouvrir un nouveau champ de vie, un nouveau champ des possibles. Merci Pascal, merci pour tout ce que tu fais, pour ton travail. Merci. Et voilà, on a besoin d'entendre ce genre de choses et surtout venant de papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Lodi.